Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Bonjour à tous, merci d'écouter La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors aujourd'hui nous sommes en direct dans le studio et il y a du monde, il y a des ados, il y a des plus anciens je dirais. Et nous sommes en direct et Bruno reçoit dans son émission Les films de ma vie, Bruno reçoit Sarah Briand, journaliste à France Télévisions, auteur d'une autobiographie de Romy Schneider intitulée Une longue nuit de silence, et c'est le thème de l'émission. Bonjour Sarah, bonjour Bruno. Bonjour Patrick, merci. Alors une autobiographie, pas vraiment, c'est plutôt une biographie, c'est-à-dire la vie de Romy Schneider, avec quelques aspects de cette vie. Alors, on va évoquer aujourd'hui Romy Schneider. Alors les films de ma vie, c'est surtout évidemment des films de cette Romy, qui est d'ailleurs le titre de ce livre de Sarah, et on va parler de cette comédienne, mais on va aussi parler de vous Sarah, puisque comme moi, vous êtes journaliste, et vous avez la chance donc de travailler à France Télé, donc dans l'actualité, on va dire ça, tous les week-ends, vous êtes mobilisé sur l'actualité avec Laurent Delahousse. Oui, exactement. Bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci pour cette invitation. Oui, je suis journaliste et j'ai cette passion d'essayer de raconter à la fois l'actualité et puis de raconter des rencontres aussi, puisque tous les dimanches soirs sur France 2 à 20h30, nous recevons différentes personnalités. On essaie de raconter un petit peu leur vie, de créer des rencontres de musique, de cinéma, d'actualité. Alors vous êtes aussi intéressé à certains sujets avec une émission qui s'appelle Un jour un destin, c'est ça ? Oui, c'est une émission de documentaire qui passait sur France 2, qui est maintenant sur France 3, et dans laquelle on dresse le portrait de différentes personnalités, pas forcément décédées d'ailleurs, mais c'est vrai, des personnalités qui font partie de notre patrimoine. Et ce sont des portraits, j'en ai réalisé quelques-uns, et notamment un qui m'a beaucoup marqué sur Simone Veil. Alors Simone Veil et Romy Schneider, c'est vrai que d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y avait quelques similitudes, notamment physiques. C'est vrai que, alors je sais qu'on a des toutes jeunes auditrices, on va essayer de parler à elles parce qu'elles ont moins de la vingtaine, moins de 20 ans, et Simone Veil, elle était dans l'actualité pendant une bonne partie de l'année 2022 avec un film, un biopic comme on dit, interprété notamment par Elsa Zilberstein. Et c'est vrai que cette vie de Simone Veil, ça a été une énorme surprise parce qu'il y a eu un gros succès public. Je crois qu'il y a plus d'1 million de spectateurs en salle qui ont vu cette vie de Simone Veil. Alors, vous êtes intéressé à Simone, vous avez écrit un livre sur Simone Veil, un autre sur Romy Schneider. Est-ce qu'il y a, outre les yeux bleus, quelques similitudes entre ces deux femmes ? Je crois que c'est vraiment des femmes qui ont été marquées aussi par la guerre. Et ce thème, moi, de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je pense à ces jeunes filles qui sont là, qui ont dû entendre parler de la guerre, qui ont dû étudier aussi cette période-là. Et Simone Veil, c'était une jeune fille anonyme qui a été prise dans l'enfer de la guerre et qui en est ressortie heureusement vivante et beaucoup plus forte, et c'est vraiment un destin qui s'est créé pendant la guerre, qui a basculé, et elle en a fait quelque chose de très fort. C'est une vie de résilience. Et Romy Schneider, on va certainement en parler, mais c'est une jeune femme qui, elle, a connu la guerre très très jeune, parce qu'elle est née en 1938, donc vraiment juste avant la guerre, et qui a été marquée par la guerre parce que sa mère a traversé la guerre aussi et était proche d'Hitler. Elle a vécu quand même à quelques pas de la résidence d'Hitler, donc toute sa vie et tous ses films, on va en parler, ont aussi été marqués par la guerre, par la Seconde Guerre mondiale, et les choix de films qu'elle a fait ne sont pas innocents non plus. Alors voilà, alors évidemment, c'est pas l'idée de faire le parallèle entre Romy Schneider et Simone Veil, mais c'est vrai que Simone Veil était française, a donc vécu, on va dire, de l'autre côté, finalement, puisque Romy Schneider, elle est née, on va dire, presque du mauvais côté de la guerre, puisque on va raconter une partie de cette vie de Romy Schneider. Elle naît donc dans ce n'est pas l'Allemagne, mais on va dire l'Anschluss, c'est-à-dire qu'elle naît à Vienne, qui a été annexée en 1938, c'est quasiment au même moment où elle voit le jour, c'est ça ? Oui. Annexée donc par l'Allemagne, donc ça se retrouve à l'intérieur du Reich, donc elle naît dans le Reich allemand, et alors c'est la fille, c'est évidemment une enfant de la balle, ça aussi j'espère que vous allez m'en parler. Elle est donc la fille d'une grande actrice qui s'appelle Magda Schneider, puisque c'est vrai qu'elle s'est toujours appelée Schneider en France, mais en allemand c'est Schneider. Oui, et puis même Romy, son vrai prénom c'est Rosemary Albaretti. Donc sa mère effectivement est allemande, son père est autrichien, et elle naît à Vienne, mais c'est vrai que très vite elle va être emmenée par sa mère. Elles vont aller vivre à Berchtesgaden, qui est vraiment une petite commune
commune qui se trouve à quelques pas du nid d'aigle d'Hitler. Et dans ces jeunes années, elle va être finalement un petit peu cachée dans ce huis clos, parce que cet endroit, en fait, c'est comme si la guerre n'existait pas. C'est-à-dire que les hauts dignitaires nazis habitent juste à côté, mais il n'y a pas de bombardement dans ce coin-là. Donc c'est une enfance très protégée, finalement. Elle ne se rend même pas compte que la guerre existe. Et sa mère est une très grande comédienne. C'est une actrice allemande des années 30. Sa grand-mère aussi était comédienne. Donc elle vient d'une lignée comme ça de grandes comédiennes d'Allemagne. Hein. Et cette passion finalement pour la scène, pour la comédie, pour le drame, elle va l'avoir vraiment chevillée au corps. Mais au départ, c'est vrai qu'elle est très admirative de cette mère qui est d'ailleurs assez éloignée d'elle. C'est-à-dire que sa mère aussi va la mettre dans un pensionnat en Autriche. Elle va la voir très peu. Elle va rester 5 ans dans ce pensionnat et elle va la voir à peine 3 fois pendant ces années-là. Donc elle est un petit peu en manque aussi de cette mère qui est sur les plus grandes scènes, qui est adulée. Et on dit même que Hitler est venu la voir au théâtre à Munich. Donc c'est une grande actrice et finalement, pendant la guerre, son destin va basculer parce que cette grande actrice, eh bien, pour pouvoir continuer à jouer, eh bien, elle va finalement pas signer un pacte avec le régime nazi. On ne peut pas dire qu'elle a collaboré, mais en tout cas, elle a continué à tourner. En étant proche des dignitaires nazis, elle a continué à jouer, ce qui va être assez compliqué après lorsque la guerre va s'arrêter. Alors, ce qui est vraiment bien dans votre livre, c'est notamment que vous êtes allé sur les lieux, vous êtes allé enquêter. Donc, c'est une histoire de Romy Schneider. Hein, donc, pour raconter ça aussi à nos jeunes auditrices, c'est vrai qu'elle est décédée il y a quand même pas mal d'années maintenant, dans les années 80. Mais vous êtes allé enquêter là récemment sur tous ces lieux. Donc, vous êtes allé à Berchtesgaden. On le voit, vous avez des images de Berchtesgaden. Alors, moi, je connais un petit peu mieux, un petit peu cette partie de l'Allemagne et de l'Autriche. Il faut savoir que d'un côté c'est l'Allemagne, de l'autre côté c'est l'Autriche. Ce sont les Alpes bavaroises, c'est-à-dire que c'est des stations de ski en fait. Oui. Voilà, c'est plutôt plaisant. Mais c'est ce fameux endroit où Hitler avait donc une résidence. On a d'ailleurs quelques images d'Hitler dans ce nid d'aigle. Ouais. Et donc elle aussi habite au même endroit. Donc on peut imaginer quand même qu'elle a côtoyé Hitler à l'époque. Oui, alors pour expliquer justement un peu mon métier, parce que vous avez parlé de Simone Weil, là j'ai travaillé sur Romy Schneider. Moi, ce que j'adore dans ce travail, c'est que je me suis attaquée entre guillemets à des icônes. Donc on peut se dire, voilà, tout a été raconté sur Simone Weil, sur Romy Schneider. Quand j'ai dit que j'allais écrire un livre sur Romy Schneider, on me dit, mais tout a été dit, il y a eu des dizaines de livres déjà. Mais ce qui est super quand on est journaliste comme ça, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais encore trouver ? Et finalement, c'est comme un travail d'enquêteur. On se rend compte que quand on cherche, on trouve toujours quelque chose. Et donc, pour mener une enquête, c'est comme une sorte de détective privé, hein, c'est-à-dire qu'on part en se disant, qu'est-ce que je vais chercher ? Qu'est-ce que je vais trouver ? La première chose, c'est effectivement de retrouver des témoins. On se dit sur Romy Schneider, moi, j'ai pas envie de raconter ce qui a déjà été dit, de raconter ce qu'un tel a dit à quelqu'un qui a dit à quelqu'un, parce qu'il y a de la déperdition d'infos, il y a souvent des erreurs comme ça. Quand une chose est racontée, ça se déforme au bout d'un moment. Ce qu'il faut quand on est journaliste, c'est évidemment d'aller à la source. Alors j'ai essayé de retrouver des amis de Romy Schneider. Simplement, c'est une dame qui serait très âgée aujourd'hui, qui aurait plus de 80 ans, donc forcément ses proches, ses amis, ses parents sont décédés. C'est très difficile de retrouver, mais c'est ce qui est intéressant. Et donc j'ai essayé de retrouver des gens avec qui elle avait tourné. J'ai retrouvé son maquilleur, son coiffeur, qui me racontent comme ça des anecdotes. On va certainement en parler. Des amis, voilà, des gens qu'il avait rencontrés à différents moments de sa vie, des partenaires de cinéma, des réalisateurs aussi. Et puis, comme vous le dites, c'est aussi d'aller, ce qui est intéressant, c'est d'aller sur place, d'essayer de capter une atmosphère. Et puis même pour un livre, pour décrire les lieux, il faut pouvoir être un petit peu en immersion. Pour Simone Weil, je me suis rendue évidemment à Auschwitz. Et là, pour Romy Schneider, il fallait absolument que j'aille là où elle était née, pas là où elle est née, mais parce qu'elle est là où elle a grandi, mais là où elle avait grandi, où tout s'est décidé durant ses premières années, parce que toutes les clés de sa vie se trouvent souvent dans l'enfance, c'est ce qu'on dit. Et à Berchtesgaden, je suis partie avec une photo de son chalet, et en me disant, je vais essayer de le retrouver. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que je me suis rendue à l'office de tourisme dans le coin. J'ai demandé à des gens, personne n'osait dire, personne ne me disait où était ce chalet. Donc j'ai regardé comme ça, j'ai essayé de confronter les photos, paysages et tout, et puis je suis finalement tombée sur ce chalet. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'il était derrière un grand portail, comme ça j'ai frappé, j'ai entendu un chien, j'ai commencé à avoir un peu peur, je me suis dit, oh là là, on va me mettre dehors. Et puis finalement, un berger allemand. Et puis finalement, je suis rentrée, et la personne qui avait racheté la maison à son frère m'a fait visiter. Donc je suis allée voir sa chambre, et j'ai retrouvé, c'est génial quand on est journaliste, quand on a vu, je sais pas, des dizaines et des centaines de photos d'archives. J'ai revu des photos d'elle lorsqu'elle a été toute jeune, qu'elle avait joué Sissi, et qu'on la prenait en photo dans sa chambre. J'étais vraiment dans sa chambre, donc c'était vraiment très émouvant pour moi. Et puis surtout, ce qui m'a plu, c'est de voir que cette commune,
Berchtesgaden, qui était le nid d'aigle d'Hitler. C'est vraiment au pied de ce promontoire rocheux qui est à plus de 2000 mètres d'altitude. En plus, j'y suis allée au mois d'octobre, donc il y avait du brouillard. J'ai eu l'impression d'être plongée dans cet univers de la Seconde Guerre mondiale. J'avais vraiment l'impression de retrouver cette atmosphère. C'est pas innocent, Berchtesgaden aujourd'hui, même si vous le dites, c'est une station balnéaire, les gens font du camping, il y a des lacs. Lorsque c'est l'hiver, je vous assure qu'on ressent encore cette atmosphère très pesante de gens qui vivent là quelquefois depuis des années et qui ont peut-être connu la guerre, qui ont su ce qui s'était passé à cette époque. Alors justement, ça c'est d'ailleurs un des gros problèmes, je dirais, de l'historien ou même du journaliste, parce que vous racontez quelque chose qui est que la maman de Romy la met dans un pensionnat et ne s'occupe pas d'elle, ou elle la voit très très peu. Oui. Et en fait, mon père, qui a à peu près le même âge que Romy Schneider, il m'a raconté la même chose, que lui aussi avait été mis dans un pensionnat. Donc je me dis que peut-être c'était quand même plus banal à l'époque qu'avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais en revanche, la question qu'on se pose, et d'ailleurs on se pose aussi pour tous nos parents ou nos grands-parents, c'est comment se sont-ils comportés par rapport à la guerre de 40 ? Souvent, on se demande d'ailleurs comment nous-mêmes on se serait comportés. Mais elle a donc côtoyé Hitler, qui était donc, voilà, on peut dire le monstre personnifié. Comme vous dites, elle a un peu collaboré, comme beaucoup de gens ont collaboré en France, hein, on le sait, pour garder son job. C'est difficile de l'employer parce qu'on ne peut pas dire qu'elle a vraiment collaboré. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai retrouvé, lorsque j'ai fait un documentaire pour France 2 avec Laurent Delahousse sur Romy Schneider, j'ai retrouvé aux États-Unis, donc aux archives américaines, des images qui montrent Magda Schneider, donc la mère de Romy, marchait aux côtés de Eva Braun, qui était la femme d'Hitler, la compagne d'Hitler, et Hitler. Et on les voit marcher dans la neige à Berchtesgaden. Et ce qui m'a passionnée en faisant cette enquête, c'est que tous les proches de Romy Schneider, et notamment un de ses époux, Daniel Biasini, me racontaient aussi que, voilà, ce qui m'intéressait dans cette enquête, c'est que toute sa vie, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Romy Schneider s'est posé cette question. Que s'est-il passé ? Quels ont été exactement les liens de sa mère avec le régime nazi ? Et c'est une question qui l'a hantée. Parce que ces images, je pense qu'elle ne les avait pas vues. Elles étaient dans ce musée américain, je ne pense pas qu'elle les ait vues, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est posé la question du lien de sa mère avec le régime nazi. Parce que donc ça a quand même conditionné beaucoup de choses dans sa vie. Lorsque la mère de Romy Schneider jouait, était sur différentes scènes en Allemagne. Et c'est vrai que lorsque la guerre s'est arrêtée, eh bien, elle n'a plus beaucoup tourné parce que voilà, on tournait le dos un peu à ceux qui avaient collaboré entre guillemets avec le régime nazi. Et j'ai retrouvé des documents où on sait que des historiens m'ont apporté des documents montrant que sa mère avait été exemptée d'impôts pendant la guerre. Donc c'est signé de hauts dignitaires nazis. Donc elle avait quand même ce lien avec le régime. Et lorsque effectivement elle ne tourne plus, eh bien Romy Schneider, et ça va vous faire le lien avec la suite justement, c'est que Romy Schneider va commencer à tourner. Elle va tourner aux côtés de sa mère, mais elle va être finalement une sorte de poule aux œufs d'or, et c'est bien ce qui sera ce drame dans sa vie à ses débuts. Ça va très bien marcher, elle va commencer à jouer Sissi, 1 Sissi, 2 Sissi, 3 Sissi, elle va gagner beaucoup d'argent. Il faut se rendre compte que Romy Schneider à l'époque, eh bien, c'est la plus grande actrice européenne, c'est celle qui gagne le plus d'argent dans toute l'Europe. C'est une immense star, on s'en rend plus bien compte aujourd'hui, mais c'est une star incroyable, toute l'Europe la connaît, les Français, les Allemands, tout le monde découpe les photos de Romy Schneider dans les magazines. Eh bien, sa mère va se servir finalement de cette notoriété pour continuer à tourner, parce que sa mère demandait au réalisateur à avoir un rôle dans tous les films où sa mère jouait. Où sa fille jouait, c'est-à-dire que c'était un deal, il fallait avoir la mère et la fille. Exactement, et ça lui a permis comme ça de continuer à tourner et de garder une certaine notoriété et puis surtout une sorte de stature aussi. Alors, on va évidemment faire une pause musicale, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on aime bien aussi... on va peut-être attaquer tout de suite avec Romy Schneider elle-même, Patrick, si tu le veux bien, parce que, évidemment, le temps passe très très vite, et c'est une des rares chansons, à ma connaissance, quasiment unique, où Romy Schneider devient une interprète de chansons. Donc, c'est une chanson qui n'est pas vraiment extraite d'ailleurs du film Les Choses de la Vie, mais qui a été écrite pour le film Les Choses de la Vie. Moi, ça me parle parce qu'elle a été écrite par Jean-Loup Dabadi, qui était également un grand auteur de chansons. C'est une chanson assez mélancolique, ça s'appelle La chanson d'Hélène, et donc il y a Romy Schneider qui chante, et Michel Piccoli qui lui parle plutôt, qui est également un grand comédien. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Bonjour, et nous sommes toujours avec Sarah Briand, autrice, ça, on dit autrice maintenant. Oui. Alors, autrice d'un livre sur Romy Schneider, Sarah Briand, donc journaliste qui a enquêté, comme elle nous l'a expliqué. Et là, on était au cœur d'un film, au cœur des années 70, avec un film qui est un des grands succès de Romy Schneider.
et de Michel Piccoli qui s'appelle donc Les choses de la vie, un film de Claude Sautet, et on va en parler évidemment de Claude Sautet qui aura une grande importance aussi dans la vie de Romy Schneider. Mais là pour l'instant on est toujours dans les années 50, Romy Schneider est donc toute jeune, vous l'avez expliqué, Sarah, elle devient une méga star grâce à la série des Sissi qui va avoir un énorme succès en Autriche, en Allemagne, mais dans tout le reste de l'Europe. C'est une histoire un petit peu à l'eau de rose, on va dire que c'est plutôt une histoire qui fait rêver, une histoire de princesse. Voilà, c'est la princesse Élisabeth d'Autriche et c'est tout ce qui lui arrive. Là aussi, c'est assez romanesque. Oui, et c'est vrai que ce rôle permet à Romy Schneider d'être effectivement connue, mais ce qui lui plaît, c'est de jouer la comédie, de se transformer, d'être un autre personnage. Elle l'écrit dans son journal intime, elle rêve d'être comédienne, et lorsque sa mère l'a appelée pour lui proposer un rôle d'abord dans un premier film, quand refleuriront les lilas blancs, elle court pour jouer, et c'est vrai que ce rôle de Sissi, eh bien ça lui plaît. Elle tourne 1 Sissi, 2 Sissi, 3 Sissi, et au bout du 3e Sissi, elle se rend bien compte que ses robes à crinoline sont un petit peu lourdes, ça l'agace un petit peu. Elle a l'impression, comme elle le dit, d'être une sorte de pâtisserie comme ça, qui est demandée par tout le monde. Elle fait gagner de l'argent à beaucoup de gens, et elle se rend compte qu'elle est finalement au bout d'un moment un petit peu un objet, que ses parents se servent d'elle, surtout sa mère en fait, qui est remariée à un grand homme d'affaires allemand, et elle va s'en rendre compte assez tard, une fois qu'elle est majeure. Cet homme va dilapider la fortune en fait de Romy dans des investissements. Il va investir dans des restaurants, et si bien qu'elle va se rendre compte qu'à l'âge de 18 ans, eh bien, elle n'a plus d'argent sur son compte. Oui, elle a été très très riche virtuellement, mais à 18 ans, finalement, cet argent est parti ailleurs. Voilà, ses parents sa mère et son beau-père se sont servis de cet argent. Donc là, c'est un petit peu la douche froide. Elle se rend compte que, voilà, finalement, tout ce qu'elle a fait n'a servi à rien. Et puis surtout, elle a été un petit peu l'objet elle a été un objet entre les mains de beaucoup de gens. Alors, on essayait de transposer, évidemment, à l'époque d'aujourd'hui, tout ce qui est arrivé à Romy Schneider. Mais c'est vrai que des cas comme ça de parents qui utilisent leurs enfants, il y en a eu quand même beaucoup. Vous aussi, vous avez l'expérience avec Laurent Delahousse de tous ces personnages d'actualité. C'est vrai qu'on a eu des enfants stars. Moi, je me souviens de Macaulay Culkin, par exemple, qui avait fait Maman, j'ai raté l'avion 1, 2, 3, et qui lui aussi apparemment a eu un destin pas très très drôle. Après, il y a beaucoup de cas comme ça de parents qui exploitent un peu les enfants. Ça arrive aussi dans le sport, moi qui connais bien le monde du sport et du tennis. Bon, tout ça pour dire que Romy Schneider était un peu prisonnière de ce rôle. Elle va déjà avoir la force assez jeune de se dire non, ou de dire à sa maman c'est bon, j'en ai marre de Sissi et j'ai envie de faire autre chose. Oui, il y a des interviews très émouvantes qu'on retrouve dans les archives, qu'on peut retrouver sur internet. Vous pouvez regarder sur le site de l'INA, où on voit Romy Schneider dire voilà qu'elle en a marre, et on sent déjà cette détresse et cette fragilité et cette force aussi effectivement qu'elle a de dire non. Elle était très chaperonnée par sa maman, donc sa mère est toujours là, bien qu'elle dise non, elle est toujours là, et à ce moment-là, c'est vrai que donc, beaucoup de gens vont lui proposer des rôles parce que tout le monde s'arrache Romy Schneider, et il y a un réalisateur français qui s'appelle Pierre Gaspard Huit, on est dans les années 50, 58, qui va lui proposer un rôle et qui va lui dire puisque c'est une immense star en Europe, elle a le droit de choisir son partenaire. Donc Pierre Gaspard Huit lui envoie des photos comme ça de jeunes comédiens français, d'ailleurs dont certains ne sont pas vraiment comédiens, puisqu'au milieu du lot il y a Alain Delon, qui est un jeune homme qui est à Saint-Germain-des-Prés, qui est voilà dans des lieux où se retrouvent des réalisateurs et de jeunes comédiens, qui est au milieu. Et donc Romy Schneider a le droit de choisir son partenaire, et sur photo, simplement sur photo, de gens qui ont passé le casting, elle choisit Alain Delon. Alors, on va quand même dire quelque chose par rapport à Alain Delon, que vous avez eu la chance de rencontrer plusieurs fois apparemment, et dont vous êtes assez proche. C'est d'ailleurs lui qui a écrit la préface de votre livre, et une préface qui là encore n'est pas banale, puisque on sent qu'il vous a donné les clés, si j'ose dire, de Romy Schneider. Et donc cet Alain Delon, et il a quand même une qualité, c'est qu'il est photogénique. Donc c'est quand même pas étonnant non plus qu'elle le choisisse sur photo, parce que ce brave Alain Delon, surtout à l'époque, il est d'une beauté absolument incroyable, oui, et surtout sur papier glacé ou sur photo. Oui, on peut imaginer. Il avait mis le costume de Gérard Philippe en plus. Je pense qu'il est, le casting. Il est difficile de le manquer. Oui, en même temps, vous voyez à quoi tient un destin finalement. Elle choisit ce personnage, et l'un et l'autre vont finalement construire une légende. C'est ça qui est absolument fascinant quand même dans leur histoire. Voilà, alors ça c'est quand même un des côtés, on va dire, très positifs de cette histoire de Romy Schneider, qui a des aspects assez sombres sur lesquels évidemment on ne va pas s'étendre. Mais là c'est quand même un des aspects quand même, on va dire, les plus positifs de l'existence. C'est-à-dire que très très jeune, elle va donc choisir sur photo
photo ce partenaire, et ce qui devait arriver arriva. Ça aussi, vous allez peut-être le raconter. Donc la voilà, donc il quitte son Allemagne pour venir jouer dans un film. Paris, elle arrive à Orly, et puis il y a ce jeune homme avec la cravate un peu de travers et son bouquet de roses qu'on lui a mis dans les mains, même si ça lui plaît pas trop. Il m'a raconté après qu'on l'avait un peu obligé à accueillir cette star qui trouve un peu trop bourgeoise, qui ne parle pas français. Lui ne parle pas un mot d'allemand à part je t'aime en allemand. Hein. Ich liebe dich. Voilà, exactement. Et donc la rencontre des deux est assez improbable au départ, et c'est ce qui est assez drôle. Mais elle souhaite s'émanciper aussi de sa mère, s'émanciper de l'Allemagne. Cet homme, ce jeune comédien, l'agace profondément pendant tout le tournage. Il y a plusieurs anecdotes qui montrent qu'il se moque un peu d'elle. Hein. D'ailleurs, il rencontre d'autres comédiennes. Elle est derrière sur la banquette arrière alors qu'il va chercher des filles, les raccompagne en voiture. Elle est très agacée par lui, mais finalement, elle succombe quand même à son charme, et elle restera surtout à Paris pour lui. Alors, Alain Delon, donc, vous le dites, il n'est pas comédien à l'époque. C'est quelqu'un qui a déjà, oui, on va dire, une certaine personnalité que l'on connaît depuis le temps. Hein. On a quand même fini par se faire une certaine idée de lui. Mais c'est vrai que c'est quand même une histoire d'amour incroyable. Ils sont quand même très jeunes quand ils se rencontrent et quand ils tombent amoureux l'un de l'autre. Oui, ils sont très jeunes. Et puis, évidemment, la presse européenne et la presse française va s'emparer de cette belle histoire d'amour. Parce que, comme vous l'avez dit, ils sont magnifiques, ils sont très beaux tous les deux. Même si Romy Schneider n'a pas encore ce visage et cette lumière, cette photogénie qu'elle aura dans les années 70, puisqu'on parlait de Claude Sautet. Mais elle est très mignonne à l'époque. Et évidemment, les spectateurs français se passionnent pour ce jeune couple qui est dans tous les magazines. On s'arrache leurs photos, leurs sorties. On voit des dizaines de photos chez eux, dans leur maison de campagne, en tournage, etc. Mais cette histoire d'amour va être assez difficile à vivre pour Romy Schneider parce qu'elle a quand même quitté sa famille, elle a quitté son pays. Elle se retrouve à Paris toute seule parce que bien qu'elle ait tourné ce film Christine avec Alain Delon, et bien finalement, les réalisateurs vont se prendre d'affection plutôt pour Alain Delon en le faisant tourner. En fait, ils vont avoir vraiment un effet un peu contraire tous les deux, c'est-à-dire qu'Alain Delon va partir en flèche dans le cinéma français, et Romy Schneider, bien qu'elle ait fait Sissi à Paris, personne ne lui propose de rôle, donc elle va se retrouver assez seule. Elle va souvent aller rendre visite à Marlène Dietrich, qui est une exilée allemande, comme elle d'ailleurs. Elle ne parle pas français, c'est assez difficile pour elle de se fondre dans ce milieu du cinéma. Alors justement, c'est quand même le point qui, moi, personnellement, à la lecture de votre livre, m'a vraiment interpellé. C'est comment va-t-elle devenir aussi francophone? C'est-à-dire que là, on peut quand même dire que c'est l'amour d'Alain Delon et le fait, évidemment, de vivre en France, mais elle va quand même énormément progresser en français et devenir une actrice française. Alors, elle a pris des leçons de français. C'est vrai qu'elle a pris des cours parce qu'elle se rend bien compte qu'il faut qu'elle s'intègre à la France, qu'il faut qu'elle s'intègre dans ce milieu du cinéma qui ne veut pas d'elle. Personne ne l'attend, en fait. Il y a plein d'actrices françaises à l'époque. Et par amour pour Alain Delon, évidemment, elle va s'accrocher. Et puis surtout, ils vont faire la rencontre tous les deux de Visconti, qui va les faire jouer au théâtre dans Dommage qu'elle soit une putain. Et pour ce rôle-là, il faut qu'elle apprenne un français parfait. Et donc, elle s'accroche. C'est assez difficile pour elle, mais elle se rend bien compte que si elle veut avoir le rôle, si elle veut continuer à jouer, il faut qu'elle s'accroche. Mais le drame aussi de sa vie, vous l'avez très bien dit, c'est que toute sa vie, elle va se rendre compte que même si après, plus tard, elle aura les plus grands rôles avec Claude Sautet, avec plein de réalisateurs incroyables, Zulawski, et elle a tourné avec de très grands réalisateurs, son drame, c'est de remarquer que pour le cinéma français, pour ce petit milieu du cinéma français, elle ne sera jamais considérée comme une actrice française. Et très souvent, elle entendra, ça ce sont des comédiens qui ont tourné avec elle qui me l'ont rapporté, très souvent, elle entendra ce mot, la boche. On la surnommera la boche, on l'appellera la boche. Et c'est dur à entendre pour elle. C'est-à-dire qu'en Allemagne, elle a fui, donc elle est très mal considérée par la presse allemande qui sera très dure avec elle toute sa vie, tout au long de sa vie. Les paparazzis vont la harceler, on va le voir à différents moments de sa vie, des moments assez tragiques aussi. Et la presse allemande a été très dure en disant que voilà, elle n'est plus considérée comme une actrice allemande. Pour les Allemands, elle est française, mais pour les Français, elle est une Allemande. Et ça, ça va être très dur pour elle. Et alors, ce que vous dites avec la boche, ça me fait évidemment penser à la guerre, parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'on n'entend plus trop aujourd'hui. On parle plus trop des boches, mais c'est vrai que c'est une expression qui vient totalement de la guerre de 40 et de la manière évidemment dont les Allemands étaient perçus en France. Et c'est vrai que c'est finalement un peu le drame de sa vie, c'est qu'on comprend, j'imagine que vous en êtes aussi persuadé, qu'elle a eu cette, on va dire,
qu'ont eu d'ailleurs, je crois, beaucoup d'Allemands, une sorte de mauvaise conscience par rapport à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'elle, en venant en France, vient un peu dans le cœur du réacteur, et elle se heurte à cet anti-germanisme. Et vous savez que la première chose qui va un petit peu l'asseoir et qui va lui redonner confiance, en étant considérée comme une actrice française, c'est le jour où elle obtient le César, son premier César, qui est lors de la première cérémonie des Césars. Oui, c'est ça aussi, il faut le dire. Jean Gabin. Elle est face à Isabelle Adjani, Delphine Seyrig. Il y a il y a plusieurs comédiennes françaises très connues, et c'est elle qui obtient le César de la meilleure actrice française. Et elle le dira sur scène, c'est pour le film de Zulawski, L'important c'est d'aimer. Et pour elle, ce César-là va tout changer, pas parce que c'est un prix, mais simplement parce que pour le milieu du cinéma, elle est reconnue comme une actrice. C'est le meilleur acteur français de l'année. Et alors, évidemment, là, on est dans les fin des années 50, début des années 60. Ce que vous dites, effectivement, est assez troublant, c'est-à-dire qu'elle arrive comme une méga star en France, et grâce à elle, finalement, c'est Alain Delon qui va devenir une méga star, lui, dans les années 60. Comme vous avez dit, il va devenir un héros pour Visconti, mais pour bien d'autres réalisateurs, et il va effectivement, lui, vivre des années 60 absolument merveilleuses, en tout cas sur le plan professionnel, ce qui n'est pas trop le cas de Romy, qui, elle, donc, va être un petit peu à la recherche de rôle. Oui, c'est terrible, parce que c'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui l'a fait connaître au grand public, connaître au cinéma, et finalement cet homme va lui échapper dans le sens où elle se sent un petit peu à ses côtés. Elle n'est plus Romy Schneider la star, elle est la compagne d'Alain Delon. Et il y a des images absolument incroyables qu'on retrouve aussi sur internet si ça vous intéresse, pour tous ceux qui nous écoutent. C'est lors du festival de Cannes où on voit Sophia Loren, Alain Delon et Romy Schneider dans une voiture, et il y a François Chalais, grand journaliste de cinéma de l'époque, qui interroge Romy Schneider et Alain Delon. Il pose des questions et c'est absolument terrible, parce que même quand le journaliste s'adresse à Romy Schneider, c'est Alain Delon qui répond à sa place. Et elle est là, elle se sent un petit peu comme une potiche, et personne ne lui donne la parole, quoi. Oui, c'est assez drôle, effectivement, de passer du statut de mégastar à potiche d'Alain Delon. Et c'est ce fait qu'ils vont s'éloigner aussi, c'est-à-dire que lui va beaucoup tourner, va rencontrer aussi beaucoup de femmes, et ce qui devait arriva, effectivement. Exactement. Il va s'intéresser à une autre et à d'autres femmes, et bien, on va parler, nous, d'une autre femme qui a beaucoup de succès, c'est Clara Luciani. Respire encore, c'est un de ses tubes, et on se retrouve juste après pour parler de Romy Schneider. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Clara Luciani, respire encore, on respire, on est avec Sarah Briand, on évoque Romy Schneider à l'occasion de sa présence ici. Sarah est journaliste et elle a enquêté sur Romy Schneider bien longtemps après le décès de cette actrice. Donc on a évoqué les premières années, les années Sissi, puis l'arrivée en France, puis des années un peu difficiles avec Alain Delon. Alain Delon, alors je ne sais pas si c'est Alain qui quitte Romy ou Romy qui quitte Alain, en tout cas elle se sépare. Oh, c'est quand même Alain Delon qui quitte Romy Schneider. Voilà, parce qu'Alain Delon a pas mal de demandes, on est d'accord. Oui, puis elle rentre chez elle d'un tournage, elle trouve une lettre disant carrément, je suis partie avec Nathalie Delon, qui sera la femme, voilà, pour lui aussi. la vraie, en tout cas la première femme avec qui il aura un enfant, qui est Anthony Delon, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et donc voilà comment Romy se retrouve seule à Paris. Alors quoi, elle va rester à Paris ou elle va quitter la capitale? Alors dans un premier temps, elle reste à Paris. Cette histoire d'amour, elle a vraiment du mal à en faire le deuil, puisqu'elle lui laisse même des petits mots sur son pare-brise, sur le pare-brise d'Alain Delon. Elle le poursuit un peu entre guillemets à Paris, et puis elle se rend compte que voilà, il y a absolument rien à faire. Leur histoire est terminée. Ils ont quand même vécu à peu près 5 ans d'amour, et c'est une très belle histoire, puisqu'Alain Delon plus tard va revenir dans sa vie. On va en parler dans quelques années. Il sera toujours présent dans sa vie. Voilà, mais là, c'est vrai que c'est une période où vraiment il coupe les ponts, il ne se voit plus, et elle qui est à Paris mais qui se sent quand même très seule et qui n'est pas du tout attendue par le cinéma français, va finalement repartir voir sa mère en Allemagne, et c'est lors d'un cocktail justement d'une soirée organisée par son beau-père pour un événement qu'il a organisé à l'occasion de l'inauguration de l'un de ses restaurants. Elle rencontre un homme qui s'appelle Harry Meyen, qui est un cinéaste, plutôt homme de théâtre, mais en tout cas qui gravite dans ce milieu culturel allemand, qui est allemand, et elle va tomber amoureuse de lui.
mari et elle va vivre une histoire d'amour avec lui et aura d'ailleurs un fils, son premier enfant, qui s'appelle David en 1966. Et cet homme est un petit peu l'inverse, j'ai envie de dire, d'Alain Delon, qui était tellement solaire. Là, elle se retrouve face à un homme qui ne réussit pas forcément comme il l'aurait espéré dans ce milieu du théâtre en Allemagne, qui est assez sombre, qui surtout a une histoire quand même assez lourde puisque sa famille a péri dans les camps de concentration. Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va, disons, lui apporter un côté très solaire. Voilà. Et alors, cet homme va donc la renvoyer en Allemagne, mais elle va aussi avoir une carrière un peu internationale avec notamment une petite tentative à Hollywood. C'est à cette période-là ? Oui, enfin, elle en revient un petit peu. Là, vraiment, en Allemagne, elle se retrouve vraiment comme une sorte de mère de famille, de mère au foyer. Hein. Elle élève son fils, elle ne tourne plus. Là, c'est vraiment le cinéma français l'a complètement oublié. Elle va pendant 2 ans, 2-3 bonnes années, élever son fils. Et ça, elle se découvre finalement un rôle de maman aussi. Ça, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. On voit aussi il y a des images qui existent de ce bonheur d'avoir un enfant, de vivre en Allemagne, de prendre du temps pour elle. Mais c'est vrai que je pense qu'au fond d'elle, quand même, le cinéma lui manque. Et alors, voilà, est-ce qu'elle attend de refaire des tentatives de cinéma ? Est-ce que le cinéma va venir à elle ? Et c'est là qu'en 1968, eh bien, elle reçoit un appel d'Alain Delon. Voilà, donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'Alain Delon va toujours être présent dans la vie de Romy Schneider, parce que là, c'est pour un film qui est tout à fait important, qui a marqué, je pense, beaucoup de gens, qui s'appelle La Piscine, qui est un film de Jacques Deray. Et alors là, c'est un film assez étonnant, qui se passe, tout le monde peut l'imaginer, en tout cas ceux qui l'ont vu, à côté de Saint-Tropez, à Ramatuelle, avec une superbe maison, une belle piscine. Et là, c'est toute la sensualité, notamment de Romy Schneider, qui est utilisée dans ce film. Oui, et puis là, ça va être le grand retour de Romy Schneider sur les écrans français. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que personne n'y croit. Quand Alain Delon propose Romy Schneider comme partenaire, parce qu'il rêve de tourner avec elle ce film, qui est quand même une très belle histoire d'amour entre ces deux personnages, eh bien personne n'y croit. Même les producteurs disent non, mais Romy Schneider, mais qui est Romy Schneider ? Plus personne ne veut la faire tourner, elle a plus tourné depuis des années. Sauf que Alain Delon fait une sorte de coup de poker en disant ce sera Romy Schneider ou je ne tournerai pas ce film. Et donc tout le monde est un petit peu obligé, puisqu'Alain Delon est quand même une grande star à l'époque, tout le monde se plie finalement à son désir et à sa volonté. Et Romy Schneider revient en France. Alors c'est absolument fou parce qu'on est en 1968, 10 ans pile après sa première venue en France en 1958. Elle était arrivée toute jeune fille, un peu gauche, à l'aéroport d'Orly. Là, elle revient absolument magnifique. C'est une jeune femme très belle, amincie, qui arrive, et on voit un Alain Delon plus beau que jamais, avec sa chemise noire entrouverte, qui l'accueille au bas de la passerelle à l'aéroport. Et on voit ces deux personnes qui s'étreignent, qui s'embrassent en bas de la passerelle. Et là, évidemment, le public français se demande si une histoire d'amour va naître à nouveau sur ce tournage, parce que quand on les voit, on se dit oh là là, mais ils sont tellement beaux tous les deux que leurs destins ne peuvent que se rejoindre. Et tous ceux qui ont assisté au tournage, j'ai interrogé notamment Kiki Caron, la nageuse, vous savez, de l'époque, qui était une grande star à l'époque aussi, qui est venue une journée sur le tournage. D'autres personnes aussi du tournage de ce film ont tous raconté que sur ce tournage, il y avait une sorte de fil invisible entre Romy Schneider et Alain Delon. Voilà, où qu'il soit dans la pièce, dehors, à l'extérieur, il y avait quelque chose de très fort et de très physique, presque de charnel, de sensuel entre ces deux acteurs. Alors ce qui est assez étonnant, alors je sais que vous avez quand même rencontré Alain Delon, que vous l'avez vu, j'imagine qu'il vous a raconté cette histoire. Est-ce qu'il y a aussi peut-être de sa part une sorte de renvoi d'ascenseur, puisqu'il avait bien conscience quand même que Romy lui avait mis le pied à l'étrier. Exactement. Et que peut-être qu'il s'est dit Romy est une grande actrice et peut-être qu'à moi, à mon tour, je peux la remettre en scène en quelque sorte. C'est ça qui est beau, effectivement, c'est qu'il ne l'a jamais oubliée, il avait envie de la retrouver. Lui m'a assuré qu'il ne s'était rien passé entre eux sur ce tournage. Lui était avec Mireille Darc à l'époque et elle était toujours mariée à Harry Meyen, même si leur histoire donc, était lui, ça y est, il s'était déjà séparé de Nathalie en 68. Oui, tout à fait, il était avec Mireille Darc à ce moment-là. Et voilà, donc c'est vrai que sur cet écran de cinéma, La Piscine a été un gros succès en France à l'époque. C'est un film extrêmement solaire et qu'on a plaisir à revoir aujourd'hui aussi. Oui, alors ce film effectivement est très important parce
parce que, comme vous l'avez dit, ça relance totalement la carrière de Romy Schneider en France. Et ce film est très sensuel. Il y a également Jane Birkin qui joue dans ce film, Maurice Ronet. C'est un film quand même, comme vous l'avez dit, très important. Jacques Deray, je pense d'ailleurs, est un cinéaste important. Et pour la petite anecdote, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est que Jane Birkin à l'époque était avec Serge Gainsbourg. Elle est toute jeune, et Serge Gainsbourg est tellement jaloux d'Alain Delon qu'il fait des apparitions surprises sur le tournage parce qu'il a peur qu'il y ait une histoire d'amour qui naisse entre Jane Birkin et Alain Delon. Donc c'est vrai qu'il y a aussi les histoires de couple. Donc la voilà donc de nouveau, on va dire, sur la scène. Alors évidemment, il faut quand même se souvenir, et d'ailleurs ça sera toujours présent. Leurs histoires d'amour, ou en tout cas leurs sentiments, sont très exposés. C'est aussi les grandes années de Paris Match. C'est vrai que tout ça est quand même très médiatisé. Ils vont quand même toujours, je ne sais pas d'ailleurs si Alain Delon en parle aujourd'hui, ils ont quand même toujours le poids de. Vous parliez des paparazzis, des photographes. C'est vrai que tout ça est quand même présent dans leur vie, tous les deux. Oui, complètement. Et puis c'est vrai qu'à partir de là, la carrière de Romy Schneider va prendre un nouvel essor, parce que c'est en faisant la doublure en fait de ce film-là. Elle double la voix pour la version anglaise. C'est elle qui fait sa propre voix dans les studios de Boulogne-Billancourt d'ailleurs. Et au détour d'un couloir, en fait, elle croise Claude Sautet, qui d'ailleurs ne va pas la reconnaître, parce qu'il faut savoir que Romy Schneider, toute magnifique qu'elle est sur les écrans, dans la vie est passée plutôt inaperçue, bizarrement. Elle n'avait pas sa photogénie qui apparaissait dès que les caméras s'éclairaient et dès que la lumière apparaissait sur son visage. Donc Claude Sautet ne la remarque pas trop au départ, et il se demande si c'est bien elle, et puis il l'aborde et il va lui proposer une série de films. Elle va quand même tourner 5 films avec lui, qui seront ses plus beaux rôles vraiment de femme dans les années 70. Voilà, et c'est vrai que ça, c'est un des grands moments du cinéma français, on peut le dire. Tous ceux qui ont vécu, comme j'ai eu la chance de le faire vivre dans les années 70, ont été marqués par les films de Claude Sautet, qui sont des films très particuliers où l'humain, on est très proche des sentiments, et on peut aussi associer d'ailleurs Jean-Loup Dabadi, je crois que vous avez rencontré pour votre livre. Et puis aussi, là tout à l'heure, on a entendu la chanson d'Hélène, qui est moi une de mes chansons préférées, composée par Philippe Sard, et Jean-Loup Dabadi avant son décès, et Philippe Sard m'ont raconté aussi le jour où ils ont débarqué chez Romy Schneider. Ils se sont mis au piano pour lui proposer cette chanson avec Michel Piccoli, et ça a été un moment très émouvant pour eux aussi. Oui, Philippe Sard, qui je crois a 20 ans lorsqu'il a composé. Oui, il était tout jeune. Ouais. Bon, alors ça, c'est vraiment les années 70, et on va peut-être parler rapidement de tous ces films de Claude Sautet. Mais alors, ce que vous racontez dans votre livre, ce que j'ignorais, c'est qu'en fait, Claude Sautet va tomber amoureux de Romy Schneider, et ça au sens propre du terme. Ça, je pense que c'est assez clair dans votre livre, en tout cas. Oui, ce qui m'a beaucoup touchée aussi en enquêtant sur Romy Schneider, c'est à quel point c'était une femme qui avait besoin d'être aimée. C'est-à-dire qu'elle quémandait une sorte d'amour absolu. Donc, elle ne faisait pas vraiment la différence entre les rôles qu'elle jouait et la réalité. Ce qui fait qu'elle est tombée très souvent amoureuse de ses partenaires de cinéma. Elle a été la muse de réalisateurs, et on peut comprendre aussi pourquoi Claude Sautet est tombé amoureux d'elle. Il y avait une sorte de rapport comme ça de Pygmalion à personnage, et c'était sa muse. Mais Claude Sautet était marié, donc c'était très compliqué. La femme de Claude Sautet a vu ça évidemment d'un très mauvais œil, et leur histoire s'est terminée avant même le début du tournage des choses de la vie. Mais c'est vrai qu'ils ont eu une histoire d'amour, et Romy Schneider avait souvent du mal aussi à comprendre, comme avec Jean-Louis Trintignant par exemple, que ces histoires se terminent parce qu'elle avait une sorte de quête comme ça d'amour absolu, et c'est vrai que c'est assez touchant. On voit dans L'important c'est d'aimer à quel point elle joue, elle est vraiment son personnage. Ça a été très dur pour elle sur plusieurs films, pour l'important c'est d'aimer. Le tournage a été si éprouvant pour elle parce que Zulawski l'a poussée dans ses retranchements, lui faisait refaire des scènes et des scènes, qu'elle a fini à l'hôpital. Elle a été hospitalisée après le tournage. Elle avait cette quête d'absolu, et c'est vrai que je pense que si elle est aussi émouvante dans tous ces films, et vous parliez de Claude Sautet, tous ces rôles de femmes des années 70, elle a quand même joué des rôles de femmes assez engagées, des femmes représentatives de la société française. Elle mettait tout en fait. Elle ne jouait pas à demi-mesure. C'était très fort. Elle donnait tout. Alors on a évoqué brièvement Les choses de la vie avec la chanson d'Hélène. Alors Les choses de la vie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un
triangle amoureux avec une maîtresse qui est jouée donc par Romy Schneider, une femme qui est jouée par Léa Massari et Michel Piccoli qui est donc entre ces deux femmes. Et bon, l'histoire du film, c'est qu'il a un accident de voiture très spectaculaire. Ça aussi, c'est typique des années 70 où la voiture fait des tonneaux et des tonneaux. Et en gros, il revoit sa vie, ce partage entre ces deux femmes et leur connexion aussi vis-à-vis de cet accident. Et bon, ça c'est un personnage. Alors moi, celui qui m'a le plus marqué récemment, c'est César et Rosalie, où là, c'est elle, cette fois-ci, qui est entre deux hommes. César, qui est joué par Yves Montand, et Sami Frey, qui lui aussi symbolise peut-être la beauté, en tout cas à l'époque. Et là, elle est absolument mais prodigieuse, quoi. Les deux, on sent que les deux autres acteurs sont abasourdis par ce qu'elle peut faire. Oui, on sent le regard de Claude Sautet sur elle. C'est vrai qu'il l'a filmée comme vraiment de façon magnifique, hein. Et on comprend, et à la fois comment elle est partagée entre ces deux hommes et comment ces deux hommes, qui vont d'ailleurs se rapprocher, c'est un peu l'histoire du film aussi, ils sont en gros transcendés par elle, quoi. C'est vraiment un des rôles incroyables de Romy Schneider. Allez, on va revenir à Alain Delon, qui est donc l'homme de la vie de Romy, on peut dire ça peut-être, qui lui s'était également vu comme chanteur. Et là, c'est une chanson qui s'appelle Comme au cinéma, 1987. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Allez, on va couper la parole à Alain Delon. On va reparler d'Alain Delon avec Sarah Briand pour évoquer Romy Schneider. Donc, on le disait, c'est sans doute un amour éternel pour l'un comme pour l'autre, hein. Ils se sont énormément aimés. Ils se sont rencontrés lorsqu'ils étaient vraiment tout jeunes. Et c'est vrai qu'Alain Delon, vous avez eu l'occasion de le rencontrer. J'ai l'impression que vous l'avez rencontré à plusieurs reprises d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, je l'ai rencontré. Je lui avais proposé, lorsque j'avais réalisé le documentaire Un jour un destin sur Romy Schneider à l'époque, je lui avais proposé de parler dans ce documentaire. Il avait refusé. Et c'est lorsque j'ai réalisé un documentaire sur Mireille d'Arc, vous voyez, sur plusieurs femmes de la vie d'Alain Delon, hein, j'ai travaillé longtemps sur le sujet. Et bien là, il a accepté de me parler de Mireille d'Arc. Donc je l'ai rencontré à cette occasion. Et puis on a gardé un lien assez intéressant, en tout cas passionnant pour moi, parce que je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Et puis on a gardé ce lien. Il a continué à m'appeler de temps en temps, régulièrement. Et nous nous voyons de façon assez régulière. Sauf que je lui disais, je vais écrire un livre sur Romy Schneider, et je savais qu'il avait beaucoup de mal à parler d'elle parce que c'est un sujet qui l'émeut beaucoup à chaque fois. Il a du mal, il ne regarde plus les films dans lesquels il a joué avec elle, notamment dans La piscine évidemment. Et puis il faut savoir qu'ils devaient tourner un dernier film ensemble. En fait, quand elle est décédée, juste avant son décès, il y a un film qui devait s'appeler L'un contre l'autre, dans lequel ils devaient jouer tous les deux. Le film ne s'est pas fait. Et Alain Delon a été important dans sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il a toujours été très présent, notamment lors des épreuves qu'elle a traversées, la perte de son fils, la maladie, etc. Et puis c'est l'homme qui sera là à son chevet jusqu'au dernier moment. Mais c'est vrai qu'il avait beaucoup de mal à évoquer tout cela, et je lui en parlais très régulièrement. Moi, j'ai commencé à écrire mon livre. L'écriture a duré à peu près 1 an et demi. Et régulièrement, je lui disais, cher Alain, j'aimerais vraiment vous parler de mon livre, j'aimerais que vous puissiez me parler de Romy Schneider. Et il me disait toujours, oui, pourquoi pas, on verra au printemps. Puis au printemps, il me disait, on verra cet été. Cet été, l'été, il me disait, on verra ça pendant l'hiver. Donc je me disais, bon, le livre, moi, va se terminer. J'ai quand même envie qu'il me raconte. Mais j'y croyais. Jusqu'au bout, j'ai pensé qu'il accepterait. Et puis, j'ai remis mon manuscrit à ma maison d'édition Fayard au bout d'1 an et demi. Et je lui ai quand même envoyé une lettre la veille de remise du manuscrit, une lettre écrite de ma main, parce que je sais qu'il tient beaucoup au principe. Là, c'est un manuscrit écrit de la main, parce que c'est vrai que le manuscrit, en termes d'édition, c'est tapé à la machine. On n'envoie pas un mail à Alain Delon. Je me suis dit, je ne vais pas lui passer un coup de fil pour dire ça, je vais faire les choses correctement, en lui écrivant une jolie lettre. Et je lui ai dit, cher Alain, je n'envisage pas de remettre mon manuscrit sans vous parler de ce que j'ai voulu raconter de Romy Schneider. Et il m'a appelé tout de suite, et il m'a dit, viens à 15h. Il était midi, donc j'avais rien préparé comme question, mais je suis allée chez lui. Et là, il m'a parlé pendant de longues heures de Romy Schneider. Et alors, mon livre était terminé, mais je savais pas comment faire avec tout ce qu'il m'avait raconté. Et j'ai finalement rajouté un chapitre qui est un petit peu le chapitre de ce dernier témoin, qui a un petit peu les clés de la vie de Romy Schneider, et qui m'a raconté des choses évidemment très émouvantes. Il a accepté ensuite de faire la préface de l'édition Poche. Mais c'est une belle histoire. Et quoi qu'on dise d'Alain Delon, quoi qu'on pense de ses prises de position quelquefois, parce que c'est quelqu'un qui peut être aussi agaçant, qui est très clivant, eh bien c'est quand même un acteur hors du commun,
commun prodigieux qui n'a jamais eu vraiment de prix à part cette palme d'or d'honneur à Cannes, mais qui méritait quand même pour certains rôles d'avoir les honneurs. Mais bon, c'est vrai qu'il a été un petit peu... voilà, pas mis de côté par le cinéma français, mais un peu jalousé peut-être. Ah bah il est jalousé par sa beauté, hein. Moi je vous le dis tout de suite, voilà, je suis très jaloux d'Alain Delon, donc je pense que tous les observateurs... Voilà. C'est un acteur prodigieux et humainement, voilà, c'est quelqu'un moi qui m'a beaucoup touchée, qui m'a bouleversée lorsqu'il m'a parlé de Romy Schneider, et je suis allée dans son bureau où il a évidemment autour de lui, non pas comme un mausolée, mais en tout cas des photos des femmes de sa vie autour de lui et beaucoup de photos de Romy Schneider. Et alors ce qui est intéressant quand vous parlez de Mireille d'Arc, que tout le monde aussi a bien connue, finalement on se rend compte que ces deux femmes, Mireille d'Arc et Romy Schneider, étaient quand même très différentes, en tout cas moi dans l'impression que j'ai. Si vous avez enquêté sur les deux, je pense que vous avez aussi peut-être des choses à dire sur la différence qu'elles avaient, peut-être, c'est quoi, on pourrait dire une solidité mentale ou quelque chose comme ça. Comment on pourrait comparer Mireille d'Arc et Romy Schneider? Ah oui, c'est difficile, deux femmes très indépendantes, toutes les deux, avec évidemment leur caractère, mais qui ont été aussi dans une sorte d'amour absolu pour Alain Delon. Parce que Mireille d'Arc, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'elle a mis quand même sa carrière de côté pour Alain Delon. Elle s'occupait de sa maison, de lui, des combats de boxe. C'était une sorte de femme au foyer à cette époque-là. Après, leurs destins se sont séparés parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants et Alain Delon souhaitait avoir des enfants. C'est ce qui a mis fin à leur histoire. Mais ils ont aussi gardé un lien fort jusqu'à la fin, parce qu'Alain Delon a aussi été très présent dans la vie de Mireille d'Arc jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'on pourrait dire quand même qu'il avait quand même un côté un peu macho, quand même, Alain Delon, dans son rapport avec les femmes? Vous qui n'êtes pas de la génération de Mireille d'Arc. C'est à chacun de juger. Après, c'est vrai que c'était une autre époque aussi. Voilà, c'est ça aussi peut-être. C'est une évolution dans la mentalité. Oui. Parce que bon, voilà, il a aussi des idées bien arrêtées sur beaucoup de sujets, Alain Delon. Oui, mais je comprends qu'on soit aussi subjugué par cet homme qui a un charisme assez impressionnant. Parce que moi, on parlait de cette rencontre. Quand je l'ai rencontré, quand on rencontre Alain Delon, quand on va chez lui, qu'on passe des heures auprès de lui, il a ce surnom du guépard. C'est pas anodin. On a vraiment l'impression d'un animal qu'il faut apprivoiser, et il est très impressionnant. Alors évidemment, on va conclure quand même sur la vie de Romy. Romy Schneider, bon, on l'a expliqué, elle a une vie assez tragique. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vrai qu'on était tous étonnés. Oui, elle est morte à 43 ans, donc c'est évidemment un âge excessivement jeune, et on peut difficilement imaginer qu'on puisse mourir. Alors là aussi, il y a eu pas mal de questions. Je sais que vous avez enquêté. Dans votre livre, il n'y a pas vraiment de réponse sur les causes réelles de la mort de Romy Schneider. On peut imaginer quand même que, oui, il y a quand même des médicaments. Vous évoquez d'ailleurs le lien, ce qui est quelque chose que j'ignorais, entre Marlène Dietrich, qui vivait à Paris, avenue Montaigne, et Romy Schneider, et notamment un lien, comment on dit, de médicaments, apparemment. C'est ça? Oui, elle a fournissait en Optalidon, qui était voilà, à l'époque un médicament. Ça, c'était voilà, pendant toute sa vie, tout au long de sa vie, elle a eu ce lien particulier avec Marlène Dietrich, et qui a créé une sorte de dépendance à ce médicament. Bon, après, sur la fin de vie de Romy Schneider, je pense qu'on peut résumer en disant que voilà, elle a été très marquée par les épreuves qu'elle a traversées, et qui a été avant tout la perte de son fils. Voilà, ça c'est quoi? Mais est-ce qu'on peut dire, ici évidemment dans un hôpital, mais est-ce qu'on peut dire qu'on meurt de tristesse? Peut-être pas quand même, c'est peut-être voilà, des liens psychologiques liés à cette perte, puisque son fils, on va le rappeler, ceux qui ne le savent pas, il est mort dans des conditions absolument atroces d'un accident. Il avait 14 ans, il était d'ailleurs chez son père. Ça aussi, j'aurais bien aimé avoir peut-être 2 minutes pour évoquer aussi Daniel Biasini, chez ses grands-parents, Daniel Biasini, qui est donc alors qui était le mari de Romy Schneider, mais qui était pas vraiment le père biologique de l'enfant, mais qui l'avait en quelque sorte adopté. Comme son père, vous avez raison. Et voilà, ça a été une épreuve très difficile, parce que perdre un enfant qui avait une dizaine d'années, ça a été très difficile. Elle ne s'en est jamais remise. Et après, c'est vrai qu'il y a des circonstances qui ont fait que, a-t-elle souhaité terminer sa vie, ou est-ce que son cœur s'est arrêté, comme on peut le dire. Simplement, on ne le saura jamais, parce que la personne, le substitut du procureur qui est allé à son chevet, n'a pas souhaité donner une cause
de ce décès. Donc finalement, Romy Schneider restera un mythe à jamais. C'est ce qu'il a souhaité aussi pour qu'on ne puisse pas définir finalement cette fin de vie. Et il a, comme il le dit lui-même, il m'a dit, j'ai souhaité laisser Romy et Sissi à son secret. Eh bien écoutez, en tout cas voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder, de voir tous ces films qui sont absolument émouvants. Il y en a beaucoup. On a évoqué l'importance d'aimer, qui a été un rôle excessivement important aussi pour Romy Schneider. Les films de Claude Sautet, je pense que ça reste d'actualité, puisque c'est souvent des films d'amour. Et puis pour ceux qui aiment bien Noël, toute saison, vous pouvez voir Sissi également, qui reste un des grands classiques des fêtes de Noël. Tous ces films aussi qui étaient assez engagés, pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, ces rôles de femmes juives aussi qu'elle a souhaité interpréter, ou de femmes qui sauvaient des enfants juifs, comme son dernier film, La Passante du Sans Souci, parce que voilà, ces liens sur l'Allemagne, sur ce lien de l'Allemagne nazie, c'est quelque chose qui a été aussi un secret pour elle jusqu'à la fin de sa vie, et des interrogations qui l'ont beaucoup tourmentée. Voilà, il y avait aussi Le Train, je me souviens, de Pierre Granier de Fer, qui était aussi un film. Ou Le Vieux Fusil aussi. Ou Le Vieux Fusil, qu'on voulait peut-être. D'ailleurs, on peut peut-être se quitter avec la musique du Vieux Fusil, si tu l'as vu. Le Vieux Fusil, ça a été un des grands succès de Romy Schneider, qui était associé à Philippe Noiret à l'époque. Et c'est un film de Robert Enrico. La musique, elle était signée François de Roubaix. On peut se quitter avec la musique du Vieux Fusil, qui est très connue. Ça va vous parler à tous. En tout cas, merci beaucoup, Sarah Briand, d'être venue. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à toute l'équipe. Merci Sarah. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.